Grand angle scientifique, si vous êtes fâché avec les sciences physiques, nous avons trouvé le professeur qu'il vous faut et qu'il nous faut aussi. D'ailleurs, bonsoir Marc Hainaut. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes physicien, professeur à l'Université libre de Bruxelles, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Champs, cordes et gravité. Cet entretien s'inscrit dans le cadre de notre partenariat avec le Collège de France. Alors, on va essayer d'être simple. Tout le monde connaît, grosso modo, ce qu'est l'espace géographique. Tout le monde connaît ce qu'est le temps, le côté temporel. Comment définiriez-vous l'espace-temps? Juste une question centrale qui taraude l'humanité depuis longtemps. Oui, alors une des grandes leçons de la relativité d'Einstein, c'est qu'on ne peut pas concevoir le temps et l'espace indépendamment. Les deux sont liés, d'où le concept d'espace-temps. La manière dont le temps s'écoule peut dépendre de notre mouvement et de notre position en présence de gravitation. Et donc, il faut réellement concevoir les deux ensemble pour avoir une bonne vision de la physique. Donc avant Albert Einstein, que vous avez cité, tout était simple. Il y avait l'espace en 3 dimensions d'un côté, puis le temps de l'autre. Qu'est-ce que ça change au fond ? Alors, l'apport d'Einstein, donc non seulement c'est de montrer qu'il faut concevoir les deux ensemble, mais aussi de montrer que la gravitation, donc la force qui nous est familière, qui est responsable de la pesanteur, mais aussi du mouvement de la Lune autour de la Terre, des marées, du mouvement des planètes autour du Soleil, cette gravitation, en fait, s'exprimait de manière physique par une déformation de l'espace et du temps. Donc le temps s'écoule plus lentement en présence de gravitation, l'espace est également déformé, et c'est cette déformation de l'espace et du temps, donc qui deviennent des objets physiques, qui est responsable de la force gravitationnelle. Ouais. Mais celles et ceux qui nous regardent doivent dire c'est passionnant, mais à quoi ça sert? C'est quoi le champ d'application de tout cela? Alors, la gravitation s'applique à l'univers. À l'univers, aussi au système solaire, donc la gravitation universelle. En fait, la théorie d'Einstein complète la théorie de Newton qui présente ses limites, la théorie de Newton qu'on étudie au lycée. Il se fait qu'il y a certains effets que la théorie de Newton n'était pas capable d'expliquer et que la théorie d'Einstein permet de théorie de comprendre. Newton, on rappelle tout corps. Alors oui, c'est notamment, il y a plusieurs lois de Newton, mais effectivement, donc c'est la gravitation, donc deux corps s'attirent selon une force qui est proportionnelle au produit de leur masse. Mais alors, une application des effets de la théorie d'Einstein, c'est notamment le fait que le temps n'avance pas de la même manière selon que la gravitation est plus ou moins forte. Et c'est un effet dont il faut tenir compte dans le système de GPS, puisque les horloges embarquées sur un satellite et les horloges ici sur Terre ne restent pas synchronisées, puisque le temps ne s'écoule pas de la même manière. Et il faut corriger cet effet pour avoir une bonne localisation. Mais voilà un exemple concret. Alors, avant de regarder un sujet consacré au trou noir, puisque vous en êtes un des spécialistes, dites-nous ce qu'est un trou noir. On en a beaucoup entendu parler dans l'actualité récemment. Oui, puisqu'on en a observé récemment, de manière assez spectaculaire. Donc un trou noir, c'est une des solutions les plus fascinantes de la théorie d'Einstein. C'est un objet tellement massif et tellement compact que rien ne peut s'en échapper. Donc c'est pour ça qu'on dit, ni même la lumière ne peut s'en échapper. Donc c'est pour ça qu'on dit que ce sont des objets noirs, des trous noirs. On peut tomber dans les trous noirs, on ne peut pas en sortir, puisqu'il faudra aller plus vite que la lumière, ce qui est impossible. Alors on va remonter le temps, pas trop, mais un peu. Avril 2019, il y a 1 an et demi, fin du suspense, des astronomes du monde entier réunis sous le projet Event Horizon Telescope ont présenté au monde la première image d'un trou noir que l'on a vu lors de 6 conférences simultanées à travers le monde. Voici comment en parlait à ce moment-là notre partenaire belge, la RTBF, récit signé Esmeralda Labi. Un simple disque noir avec un halo lumineux. Voilà ce qui aujourd'hui bouleverse les scientifiques du monde entier. Pour la première fois, un trou noir a été photographié. Il se trouve dans la galaxie M87, à 55 millions d'années-lumière de la Terre, soit 500 milliards de kilomètres. C'est comme si depuis Bruxelles, nous étions capables de voir un grain de moutarde posé à Washington. Un exploit donc, réalisé grâce à 8 télescopes, 25 pays, 200 scientifiques. Les enfants demandent toujours pourquoi. Et quand ils deviennent grands, scientifiques ou journalistes, ils demandent encore pourquoi. Une des choses que nous pouvons comprendre grâce au trou noir, c'est comment fonctionne l'univers, comment fonctionnent les lois de la physique. Et c'est une question qui intéresse tout le monde. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le commencement d'une nouvelle ère qui nous permettra d'avoir une meilleure connaissance de l'univers.
Un trou noir, c'est un objet céleste massif, avec un champ gravitationnel tellement intense qu'il empêche toute forme de matière ou de rayonnement lumineux de s'échapper, comme si la Terre était comprimée dans un dé à coudre. Un phénomène qui a souvent intéressé le cinéma, comme dans ce film, Interstellar. C'est Albert Einstein pourtant qui a expliqué les trous noirs avec sa fameuse théorie de la relativité en 1915. Grâce à cette théorie, on a pu par exemple créer des satellites. Alors demain, cette simple photo pourrait aussi déboucher sur de nouvelles applications. Aujourd'hui, oui, on peut dire la théorie d'Einstein vient de passer un autre test et elle est encore valable. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait là? Comment on est arrivé là? Une question de comment on est arrivé là, c'est comment notre galaxie est formée. Et donc la formation des galaxies, les trous noirs, d'où on vient, ça fait partie de ces questions-là. Et c'est juste la nature humaine d'être curieux et de vouloir savoir. Prochaine étape, définir la densité exacte de la matière qu'il y a autour du trou noir, la façon dont cette matière tourne dans le disque, comprendre le champ magnétique. La première observation des 8 télescopes impliqués dans ce projet ambitieux remonte au 5 avril 2017. Il aura fallu 2 ans pour avoir cette photo. Une petite photo pour l'homme, un grand pas pour la science. Voilà, un grand pas pour la science. Beaucoup reste encore à découvrir, à explorer. Marc Hainaut, physicien belge, est avec nous sur le plateau de 64 minutes. Vous, dans votre travail de recherche, quelle pierre à l'édifice tentez-vous d'apporter ? Alors, la pierre à l'édifice que je tente d'apporter, c'est de réconcilier les deux grandes révolutions de la physique du XXe siècle, que sont d'une part la théorie d'Einstein dont nous venons de parler, mais aussi la mécanique quantique. Parce qu'il décrit plutôt le monde microscopique, les atomes, les noyaux, les particules élémentaires et leurs interactions. La matière. Et il se fait que si on essaye de faire rentrer la théorie d'Einstein dans le cadre de la mécanique quantique, on aboutit à des incohérences. Et donc, pour le moment, un des grands défis de la physique actuelle, c'est de construire une théorie, une synthèse entre la théorie de la gravitation d'Einstein, qui marche très bien, comme on l'a vu, et la mécanique quantique, qui marche très bien aussi. Alors, il se fait qu'on n'a pas besoin de la gravité quantique pour comprendre les phénomènes qui nous sont accessibles, mais si justement on veut explorer les tout premiers instants de l'univers, auxquels on faisait allusion, on a besoin de la théorie de la gravité quantique. Et nous n'avons pas encore cette théorie. Alors après-demain, c'est le grand jour. À 18h, la leçon inaugurale de Marc Hainaut. L'intitulé, c'est Symétrie et gravitation. Quel est le lien entre les deux ? Alors, il se fait qu'une des grandes idées de la physique du XXe siècle aussi, c'est que les idées de symétrie, le concept de symétrie est clé pour comprendre la forme des interactions. Et nous pensons que si nous voulons aller au-delà de la théorie d'Einstein, pour la rendre compatible avec les principes de mécanique quantique, il faut sans doute mieux en comprendre les symétries, qui sont extrêmement riches et que nous cherchons à découvrir. Vous êtes belge, vous avez effectué une partie de votre carrière aux États-Unis. Quels sont les atouts du monde francophone ? On a encore eu récemment des prix Nobel suisses, il y a eu prix Nobel de Belgique, français, et également, est-ce qu'il y a une école francophone de la physique ? Je dirais que la physique et la recherche scientifique en général, c'est réellement international. Universel. C'est universel. Et donc je pense que nous sommes chercheurs on fait partie du monde. Et les idées s'échangent très rapidement. Et, je vous pose la question parce qu'on a par exemple, sous l'Union soviétique, il y a eu quand même une forte école soviétique, de manière assez impressionnante d'ailleurs. Oui. Je dirais probablement que notre formation française fait que les mathématiques jouent probablement un rôle important dans notre démarche. Donc il y a évidemment des colorations, mais je dirais quand même que la recherche, c'est universel, c'est mondial. Elle est mondiale et universelle. Allez, pour finir, vous dites que la démarche du chercheur s'apparente très fort à la démarche de l'artiste. Juste après vous, il y aura la chronique culture d'Océane Gohanek. Pourquoi est-ce qu'il y a une similitude, une apparence très forte ? Je pense que la recherche scientifique a besoin d'imagination, a besoin de créativité, et que la manière dont la créativité et l'imagination fonctionnent, c'est probablement la même que pour celle d'un artiste. Contrairement, comment vous travaillez un crayon à la main, vous vous trompez, il y a des ratures, vous recommencez. Donc je pense, quand on essaye de construire des théories, on a des intuitions qui parfois sont bonnes, parfois sont pas bonnes, et donc il faut effectivement... quelqu'un disait qu'un des principaux outils du théoricien, c'est la corbeille à papier, parce qu'il y a beaucoup de choses qui y sont jetées avant qu'on arrive à la bonne idée. Et souvent comme l'écrivain aussi et les écrivaines. Merci beaucoup Marc Hainaut d'être venu sur notre plateau. Et on le rappelle, les leçons sont gratuites au Collège de France. Il suffit d'arriver à l'heure. Merci à vous Marc Hainaut.